Alors, ce serait une brève introduction pour laisser plus de temps de parole à Catherine. Merci aux participants d'être venus pour cette deuxième partie. Merci de vous rebrancher à distance. Nous avons terminé la matinée par l'intervention d'Isabelle Barrault-Serfati, qui s'excusait presque de ne pas être une spécialiste de la mobilité, mais qui nous a apporté un éclairage justement décalé et plus vaste, avec une entrée plutôt par la ville, l'économie urbaine, l'écosystème urbain. Et pour le coup, nous avons commencé la session de cet après-midi par une experte de la mobilité et de longue date, Catherine Montmorency, qui est donc professeure titulaire au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal. Merci à Catherine de nous avoir rejoints malgré des contraintes familiales fortes et surtout un décalage horaire qui fait que c'est peut-être encore un peu tôt le matin. Le domaine d'expertise de prédilection de Catherine, c'est donc le génie des transports, puisqu'elle réunit l'exploit d'être titulaire de 2 chaires, une fédérale et une québécoise. Donc une chaire, la chaire sur la mobilité depuis 2010, qui est soutenue par un consortium d'acteurs du transport du Québec et dont l'axe principal concerne un sujet majeur qui est celui de l'évaluation et la mise en œuvre de la durabilité des transports. Et la seconde chaire dont Catherine Montmorency est titulaire, c'est donc la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes, une chaire qui existe depuis 2016 et dont le programme de recherche porte plus précisément sur les modélisations des interactions entre les différents modes de transport urbain. Donc, l'expertise de Catherine Montmorency est donc vaste et elle va la mobiliser aujourd'hui pour nous entretenir plus spécifiquement donc de l'intérêt d'une compréhension intégrée et multimodale de la mobilité des personnes. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui est assez incontournable, c'est-à-dire rentrer par la technologie, les services de mobilité souvent multiples, mais qui sont au service d'une personne et pas l'inverse. Donc, je pense que c'est un renversement bienvenu dans l'approche de la compréhension de la problématique. Je vous laisse la parole, Catherine, et je vous remercie encore une fois d'avoir pris la peine de vous libérer pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Logiquement, vous voyez la bonne présentation. Donc, merci de m'avoir invité. J'aurais bien aimé être avec vous. Je me reprendrai éventuellement. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais principalement vous parler des travaux qu'on fait dans le cadre de ma deuxième chaire, qui est la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes, qui porte beaucoup sur le volet d'interaction entre les modes. Donc, la présentation, d'abord, un contexte général, la raison pour laquelle, finalement, j'ai développé un programme de recherche sur ce thème-là. Ensuite, quelques tendances clés sur Montréal. Mon territoire d'études principal est Montréal. Donc, je vais vous montrer quelques statistiques sur ce qui se passe en transport à Montréal. Ensuite, des résultats des travaux qu'on a fait dans le cadre de ce programme-là. Et je pourrais vous pointer vers certains articles et évidemment quelques perspectives de recherche ensuite. Je ne vous vois pas, donc si vous pouvez m'interrompre sans problème, là, s'il y a un enjeu, ça me fera plaisir de répondre. Donc, au niveau du contexte, évidemment, cette chaire-là, en fait, provient d'un appel que j'ai eu du responsable transport de la Ville de Montréal qui m'a interpellée en 2009 et qui me disait: Catherine, est-ce que le Bixi, donc notre système de vélo partage, est en compétition avec le taxi? Parce que les chauffeurs de taxi faisaient des plaintes parce qu'ils lui disaient que le nouveau système de vélo partage leur volait des clients. Et là, évidemment, ça soulève toute cette question des interactions entre les modes. Dès qu'on ajoute une nouvelle offre de service ou un nouveau mode de transport, ça vient un peu ébranler, je dirais, l'équilibre, en tout cas le pseudo-équilibre qu'on observe en termes d'utilisation des modes. Et là, il n'y avait pas vraiment de compréhension intégrée de l'ensemble de ces modes et de la façon dont il pouvait y avoir des interactions entre tout ça. Et évidemment, ces modes entre eux peuvent changer selon les propriétés du voyageur, les circonstances spatio-temporelles. Donc, on peut observer des relations de complémentarité. Il peut y avoir de la substitution entre les modes. Il peut y avoir aussi des relations de compétition qui s'observent pour certains déplacements.
Et évidemment, tout ça évolue très vite. En tout cas, nous, ici, on observe beaucoup de transformations au niveau des offres de transport. Il y a des modes qui apparaissent et qui disparaissent, alors que d'autres vont s'imposer de plus en plus avec des croissances fortes, impressionnantes. Et ça rend encore plus compliqué la prise de décision, là, surtout au niveau de l'allocation des ressources. Quand je parle de ressources, je parle de l'espace. Je parle de l'espace et la façon dont il se modifie à travers le temps, évidemment, tout ce qui est ressources financières. Ensuite, pardon, donc ce programme de recherche que j'ai mis sur pied en 2016 et là, il a été renouvelé pour 7 ans. Vraiment, les principales questions, c'est autour de ces relations-là. La question des relations de complémentarité, substitution et compétition entre les modes et de comprendre aussi quand on ajoute des services, quand on bonifie les services de transport dans un voisinage, quel impact ça peut avoir sur la mobilité, donc notamment les comportements d'intermodalité. Donc, quand on utilise plusieurs modes dans un déplacement ou de multimodalité, quand on utilise plusieurs modes pour répondre à l'ensemble de ses besoins et aussi de comprendre les patrons d'utilisation, un peu pour assister dans la conception des réseaux. Et évidemment, ça soulève plein d'enjeux méthodologiques. Et là, je vais quand même, je dirais qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment on valorise les différents ensembles de données qui représentent des choses très différentes. Là, je vais en parler un peu plus tout à l'heure et soulève aussi cette grande question de conception des réseaux. Donc, on a une espèce de trou dans la littérature sur les outils de conception. On a beaucoup travaillé sur l'optimisation du service, notamment sur les services de transport en commun, mais il n'y avait pas beaucoup de choses sur la conception des réseaux. Et ce qu'on observe ici, là, pour moi, c'est l'image d'une courte pointe, là. C'est qu'on a plein de services qui sont planifiés de façon indépendante, qu'on essaie d'attacher de façon plus ou moins efficace. Et il faut reculer et essayer de voir comment on arrive à concevoir des réseaux multimodaux pour que ce soit beaucoup plus fluide pour l'usager quand il y a des échanges à faire entre ces réseaux-là. Et là, ça interpelle quand même des approches d'optimisation différentes, là, vraiment pour concevoir et arriver à tenir compte à la fois des coûts d'opération pour l'ensemble des modes et des coûts que ça peut avoir sur l'usager. Et tout ça, évidemment, nous, dans notre contexte, il y a un travail très fort sur la réduction de la dépendance à l'auto, en tout cas. Ça ne fonctionne pas du tout pour l'instant, mais quand même des éléments de vision qui commencent à être énoncés pour travailler sur la réduction de la dépendance à l'automobile. Donc, ce programme dont je vais parler était organisé autour de 6 tâches. Je ne vais pas aller en détail autour de tout ça, mais il y avait cette compréhension de la demande multimodale à partir des grandes enquêtes dont nous disposons, j'en reparlerai. Ensuite, la valorisation de plusieurs flux de données là, qui proviennent des systèmes opérationnels qui sont beaucoup moins riches, beaucoup moins de profondeur en termes de base de données parce qu'on a peu d'informations, mais qui ont une portée temporelle. C'est un inventaire presque complet de l'utilisation des différents modes. Et là, il y a cette question de l'enrichissement et de la fusion de ces 2 types de données et ça nous permet d'avoir une représentation de la variabilité d'utilisation et des interactions entre ces modes-là. Évidemment, de l'autre côté, il faut comprendre aussi, quand on met tout ça ensemble, quand on tient compte de l'ensemble des modes de transport, quel est le niveau de service qu'on offre aux voyageurs, tant par mode que lorsqu'on tient compte de l'ensemble des modes. Donc, il y a toute cette question de qualité des trajets, de diversité des options qu'on offre et de comprendre notamment quels sont les facteurs qui vont avoir un impact sur les préférences d'usage de ces différents modes-là et toujours tenter d'élaborer des scénarios pour un peu comprendre les effets de transformation qu'on peut avoir quand on change les offres de mobilité. Donc, les défis les plus importants dans ce programme-là, je vous dirais que le traitement des données est épouvantable. Là. C'est-à-dire qu'on a grosso modo 2 types de données disponibles pour faire ces analyses-là. Il y a les enquêtes, nous on les appelle les enquêtes origine-destination, ça ressemble aux enquêtes ménages que vous avez chez vous, des échantillons de grande taille, donc autour de 75 000 ménages pour la plus récente qui était en 2018 et actuellement se tient l'enquête 2023, donc ce sont des enquêtes qui se tiennent à chaque 5 ans. Et évidemment, ces données-là sont très riches parce qu'on obtient des propriétés démographiques, le lieu de résidence précis, la structure du ménage, l'ensemble des déplacements qui ont été réalisés, mais évidemment, c'est contraint parce qu'on a une seule journée qui est observée, mais on comprend le contexte et on a les motifs de déplacement, les heures de départ, ainsi de suite, et les coordonnées précises de l'ensemble des lieux qui sont impliqués dans la journée d'activité. Et de l'autre côté, on a accès à différentes données opérationnelles. Bon, ces données-là, a priori, ne sont pas faites pour faire des analyses de mobilité.
Donc, c'est ça, ça témoigne de l'usage d'un système. Ça nous donne une vue longitudinale de l'utilisation de ces systèmes. Il n'y a aucune information ou très, très peu d'informations sur le voyageur et aucune variable contextuelle, ni le motif de déplacement, ni les coordonnées précises des lieux d'origine et de destination. Donc, ça demeure très limité d'un point de vue explicatif. Et le défi, ben, c'est d'arriver à fusionner ça ou d'en faire un ensemble un peu cohérent qui nous permet de comprendre l'utilisation de ces différents modes. Un autre défi qui est associé à l'utilisation des données opérationnelles, c'est que ça ne mesure pas la même chose. Parfois, ça mesure un segment de déplacement, parfois, ça mesure une réservation, parfois, c'est un comptage. Donc, ce ne sont pas même pas les mêmes choses qu'on mesure sur ces différents systèmes. Donc maintenant, petite parenthèse, des tendances parfois un peu déprimantes de ce qui se passe à Montréal. Donc, simplement pour vous donner un aperçu, première chose, évidemment, à l'instar de plusieurs villes, on a quand même un phénomène de vieillissement de la population qui est important. Alors ici, je vous montre 3 territoires différents: la ville de Montréal, la région métropolitaine de recensement de Montréal, donc grosso modo la grande région de Montréal, et la province de Québec. Et là, vous voyez que la province vieillit plus vite que la ville. Donc, la ville est plus jeune. Bon, on a plusieurs universités, ça contribue quand même à rajeunir. Mais quand on projette en 2041, plus de 25 de la population, grosso modo, qui sera âgée de 65 ans et plus de 5 de 85 ans et plus. Donc, ça change quand même le contexte de planification des réseaux. Même chose, ben là, se déplacer, ça coûte cher. Et au Québec, on a une politique de mobilité durable. Une de ses cibles est de réduire les coûts de transport pour les ménages. Et évidemment, quand on regarde la composition de ces coûts, ben, on réalise évidemment que c'est le transport privé. Donc, tout ce qui est acquisition ou location d'un véhicule, utilisation, entretien, etc. C'est ce qui contribue à augmenter le coût de transport. C'est le deuxième poste de dépense le plus important des ménages après l'habitation et avant l'alimentation au Québec. Ensuite, bon, l'automobile, quand on regarde les statistiques qui proviennent dans ce cas-ci du recensement canadien, vous avez une part très importante de l'automobile comme conducteur dans la mobilité pour le travail. Vous avez ici encore 2 territoires, donc à gauche, la grande région de Montréal, à droite, la ville de Montréal. Vous voyez évidemment que les parts modales sont très différentes, mais je dirais que la tendance n'est pas tout à fait dans la direction où on devrait aller. Vous avez une part croissante de l'automobile conducteur dans les déplacements à domicile-travail. Et bon, très peu autre chose qui change, là, c'est principalement au détriment du transport en commun. Bon, il y a des chiffres plus récents qui ont changé un peu ceci. On nous a sorti quand même que les parts n'avaient pas tant changé, mais le portrait de 2021, tout de suite après la pandémie, c'est ce que ça nous donnait. Un autre enjeu important que nous avons, et c'est principalement lié au fait que le carburant ne coûte pas cher au Québec, c'est la croissance du parc de véhicules. Donc, je répète fréquemment que le parc de véhicules au Québec croît plus vite que la population d'adultes. Donc, je le répète souvent ici, en tout cas dans le contexte, pour que les gens réalisent l'ampleur du défi auquel nous faisons face. Parce que malgré des investissements importants dans des infrastructures actives, notamment du transport en commun, on a quand même un gros défi parce que l'industrie de l'automobile se porte très bien. Par ailleurs, les véhicules sont de plus en plus gros. Bon, je réfère souvent au problème d'obésité spatiale, là. J'ai vu le concept d'auto-obésité, je pense qu'il est encore mieux. Vous avez quand même presque 50 maintenant du parc de véhicules qui est composé de camions légers et VUS, le véhicule utilitaire sport. C'est un enjeu. Ça contribue à l'augmentation de la congestion, aux émissions de gaz à effet de serre, aux enjeux de sécurité, à la consommation d'espace. Donc, pour nous, c'est un gros enjeu. Ensuite, pardon, ce n'est pas parce que les véhicules sont gros qu'ils sont bien utilisés. Donc, vous avez à peu près le quart des véhicules qui ne sont pas utilisés pendant un jour moyen de semaine, qui est la journée qu'on observe avec les enquêtes origine-destination. Bon, et ensuite, peu importe la façon dont on fait les estimations, on se retrouve toujours autour de 95 du temps stationnés. Et quand on regarde les taux d'occupation, donc le nombre de personnes par auto, ben, c'est très faible, c'est en bas de 1,2 pour les périodes de pointe, qui est quand même très inquiétant, considérant la surcharge qu'on observe sur les réseaux. Donc, je ne connais pas les chiffres dans vos contextes, mais je peux vous dire qu'ici, tout ceci est très inquiétant et que je me
fait un devoir de répéter ces tendances pour que les gens comprennent bien l'ampleur du problème. On a aussi observé à travers le temps, donc sur 15 ans, une augmentation des distances moyennes. J'imaginerais que c'est à peu près la même chose un peu partout, malgré tout ce qu'on entend sur la ville des 15 minutes, là. Ici, on observe quand même une croissance des distances qui séparent le domicile du lieu d'activité et avec les distances les plus longues étant les domiciles travail. On a une croissance énorme des liens, des distances séparant le domicile du lieu d'études. Et bon, pour le reste, vous voyez les chiffres, là, je n'insisterai pas sur ça. Par ailleurs, on observe aussi, donc là, vous avez une représentation de la grande région de Montréal, là. La grande région de Montréal couvre environ 9000 km². Montréal est une partie de l'île qu'on voit au centre, là. Donc, c'est très, très vaste et ce qu'on observe ici, à partir des données de 2018 et 2019, c'est vraiment un gradient très fort. À gauche, du kilométrage parcouru quotidiennement en autoconducteur et à droite, de la consommation moyenne, là, des litres aux 100 km consommés par le véhicule possédé par les citoyens. Donc, ça aussi, c'est quelque chose dont on doit tenir compte, hein, parce que le transport est fascinant. On doit toujours tenir compte de la composante spatiale, ce qui complexifie beaucoup les analyses aussi. Et bon, ici, on s'est simplement amusé à calculer les litres consommés. Parce qu'on a beaucoup de réflexions autour de la consommation énergétique, hein. On a des politiques très fortes ici d'électrification de véhicules privés. Évidemment que si on veut électrifier, on va devoir être en mesure de générer de l'énergie. Ce ne sera plus des litres d'essence, mais ça va être des watts, mais il faut quand même les générer. Et là, en calculant la croissance de la consommation énergétique qui est associée au système d'activité pour une journée, c'est sûr que c'est inquiétant, sachant qu'on n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut pour assurer la production électrique à long terme si on ne réduit pas non plus la consommation. Bon, vous avez ici des litres, là, c'est anecdotique pour vous, mais ici, on essaie aussi de voir le retour sur investissement, si je peux exprimer ainsi. Donc, le nombre de litres par heure d'activité. C'est sûr que quand l'activité à la destination est longue, peut comprendre qu'il y a un lissage finalement de la consommation énergétique, c'est qu'on valorise ces litres consommés ou cette énergie consommée pour plusieurs heures d'activité. Évidemment, quand on a des activités très courtes, ça coûte cher. Et là, je pourrais référer, hein, si j'étais allée vous voir pour faire une conférence de 2 heures, ça n'aurait pas été très, très efficace si je fais un gros déplacement. Donc, je pense que c'est quand on fait ces déplacements-là, on essaie d'assurer que la consommation énergétique peut être valorisée sur des activités de plusieurs heures. Et là, vous voyez la différence. Là, je vais afficher le graphique de 2018. Ça a augmenté pour tous les types de déplacements. Et ce qu'on a sur le graphique, c'est vraiment le gradient là, de Montréal-Centre-Ville vers les banlieues. Donc, on voit aussi que la consommation, évidemment, l'énergie dépensée par heure d'activité est croissante en fonction aussi de la distance au centre-ville, ce qui n'est pas une surprise, mais qu'il faut quand même répéter pour comprendre un peu le problème. Et on voit aussi que les déplacements très courts ont une empreinte énergétique très forte par heure consommée. Et les déplacements autres, là, c'est ce qui nous a beaucoup inquiétés les dernières années, c'est qu'on a une forte croissance des déplacements de services, donc pour aller reconduire et chercher quelqu'un. Ça veut dire qu'il manque vraiment d'opportunités de déplacement pour les gens, notamment les enfants, qu'ils puissent se déplacer de façon autonome. Ça vous donne quand même un aperçu de certaines tendances. Je ne les ai pas toutes mises, celles-ci sont assez déprimantes comme ça, mais ça donne quand même un aperçu de l'ampleur du défi parce que les gens sont quand même conscients des problèmes, de la complexité de la crise climatique et malgré tout, malgré les investissements, on a quand même de la difficulté à faire des transformations de la mobilité. Donc ici, je vais vous présenter quelques résultats des travaux qui ont été faits dans le cadre de cette chaire de recherche du Canada. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une brillante étudiante française qui s'appelle Élodie Deschênes, qui est restée au Québec. Là, on vous l'a volé, on l'a gardé chez nous, qui a vraiment fait sa thèse avec 6 articles sur le thème des interactions entre les modes. Je vais vous montrer notamment 2 de ces résultats, mais c'est pour un peu illustrer le type de choses qu'on essaie de comprendre pour avoir une vue plus globale de la mobilité. On a rarement vu dans la littérature des travaux qui traitaient plusieurs modes. Beaucoup, un seul mode, évidemment. Quelques-uns où on a 2 modes qui sont analysés en parallèle. Peu où on a une vue un petit peu plus multimodale de l'usage de différents modes. Et quand on essaie de comprendre un peu la mécanique d'utilisation des modes, ça demeure encore rare et un peu compliqué. Donc, la première chose que j'ai faite, ça, c'était en
pré-pandémie, je me suis questionnée avant de lancer justement et d'écrire mon programme de recherche là, sur l'utilisation de différents modes. On venait d'avoir accès à plein d'ensembles de données. Et là, j'ai voulu comprendre la structure d'utilisation des différents modes. Donc, bon, j'ai fait appel à des méthodes de classification parce qu'elles sont faciles, on les comprend bien. Et j'ai essayé de mettre en commun plusieurs des données là, qui représentaient l'usage de différents modes. Donc là, vous avez l'environnement partiel, hein, parce qu'on a autre chose. Donc, j'ai pris les données qui proviennent des validations de carte à puce. Donc, ce sont les validations d'entrée sur le réseau de transport en commun. J'ai pris les données d'utilisation des systèmes de vélo partage, ils s'appellent Bixi chez nous. J'ai pris les données de taxi. Donc, taxi, on a la chance d'avoir un registre dans lequel il y a les taxis se connectent et envoient leur flux, les trajectoires GPS, et ça permet de déduire le nombre de déplacements avec passagers, évidemment. Ensuite, j'ai pris les données d'autopartage, donc les données de réservation pour le système basé station et les données d'utilisation pour le service, donc le libre service là, qui s'appelle Automobile dans notre cas. Et à l'époque, on avait Car2Go. Car2Go a quitté. On a maintenant uniquement Communauto qui nous offre le service. Et bon, évidemment, il y a d'autres modes, l'automobile, Uber, pour lesquels on n'a aucune donnée, le vélo, le marche. On n'arrive pas encore à tout bien mesurer. Donc, on prend tout ça. Et là, ça nous donne des ensembles de données pour 1 an. Évidemment, si vous avez déjà traité des données, vous savez que ce n'est jamais parfait. Il y a toujours des données manquantes, il y a des données erronées, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, dans le cas de l'automobile, on a pris des données de comptage qui couvrent 351 jours. Bon, vous voyez le nombre d'observations. TC, ici, c'est transport en commun, donc les validations bus, les validations métro, les réservations Bixi, donc système de vélo partage, qui n'est en opération que du 15 avril au 15 novembre, parce que sinon, les stations sont enfouies sous la neige, mais on va l'essayer quand même avec un réseau blanc maintenant. Taxi, l'autopartage basé station et libre-service, donc ça donne simplement une idée de l'ampleur des bases de données et de ce que ça mesure. Donc maintenant, on va juste regarder tous les graphiques ont la même structure. Là. En X, vous avez l'heure de la journée. En Y, c'est la part relative de cette heure dans la journée pour le groupe qui est étudié. Et on a utilisé un vecteur finalement qui contient justement ce pourcentage des déplacements ou de l'utilisation qui est observée pour une heure donnée. Et on a utilisé un deuxième indicateur qui est une intensité, ce qui est ce que vous voyez à droite là. Et l'intensité a été normalisée pour chaque mode. Les échelles sont très différentes, donc on doit faire quand même une standardisation interne à chaque mode. Et on applique des méthodes de classification pour voir quels sont les prototypes. Donc, dans le cas de l'automobile, on observe finalement un usage relativement dispersé à travers la journée. On observe plus ou moins de pointes et des fluctuations, mais quand même une intensité forte à travers toute l'année. On couvre grosso modo une année pour l'utilisation de ces différents modes. Donc, quand on regarde le métro, bien évidemment que là, on voit apparaître ces 2 fortes pointes là, qui sont représentatives des déplacements pendulaires des réseaux de transport en commun. Donc, on a le jaune et le gris qui sont les jours de semaine avec des intensités un peu différentes et les 2 autres courbes qui représentent principalement les journées de fin de semaine non ouvrables. Et là, vous avez aussi des intensités moindres. Ensuite, quand on regarde le bus, grosso modo, la même chose. Les 2 pointes. Donc, 4 groupes qui représentent les comportements types d'utilisation à travers l'année avec les 2 pointes et les 2 jours de fin de semaine là, en jaune et bleu, avec une fluctuation. Donc, c'est ce qui différencie ces journées-là, finalement, c'est l'intensité qui avait été observée, donc le nombre total de déplacements qui avait été fait pour la journée concernée. Ensuite, quand on regarde le taxi, il est fabuleux. Le taxi est vraiment très, très, très différent de l'ensemble des autres modes qu'on étudie. Et évidemment, dès que j'ai vu ces résultats-là en 2015 ou 2016 plutôt, là, je me suis dit qu'on avait tout intérêt, en fait, qu'on ne pouvait pas faire la mobilité intégrée sans le taxi. Le taxi est clé dans la couverture de l'ensemble des besoins de déplacement. Il est là quand parfois il n'y a pas, ou parfois, ou même souvent, là, il n'y a pas d'autres options, ou quand ce sont des trajectoires qui sont hors des corridors de desserte du transport en commun. Et là, on voit la structure temporelle est totalement différente de ce qu'on observe pour les autres modes, beaucoup plus d'usage pendant les périodes de la nuit. Ici, on a notre réseau de métro ferme la nuit, donc on a vraiment une complémentarité la nuit. Je vais en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Vous avez
pas tout à fait une pointe, là, mais on voit un peu le matin, il y a plus d'usage, mais grosso modo, c'est vraiment distribué à travers la journée, avec une fluctuation au niveau des intensités. Quand on regarde le Bixi, Bixi, c'est notre système de vélo-partage. Là aussi, on a des pointes fortes intéressantes. La pointe de l'après-midi est plus forte parce que vous avez souvent des gens qui vont se déplacer en transport en commun le matin, revenir en Bixi pour plein de raisons. Et vous avez, la ligne jaune, c'est quand le service n'est pas en opération, mais vous avez vraiment un semblant de mouvement pendulaire aussi, donc utilisé pour faire du domicile-travail, domicile-école, et sinon des usages quand même à travers les différentes heures. Et ensuite, l'autopartage basé station. Donc là, basé station, c'est le système sur réservation. Donc, vous réservez un véhicule dans une station pour une période prédéterminée. Et ici, finalement, ce qu'on voit, c'est un usage qui est très différent aussi. On voit quand même un peu de pendulaire, là, donc des réservations en pointe du matin et en pointe du soir. Et ce qu'on voit ici, c'est le début de la réservation. Parce qu'on ne sait pas ce que les véhicules font. Les gens vont partir avec le véhicule, vont faire nécessairement plus qu'un déplacement et le ramener à la même station. Et ça, dans la statistique qu'on a ici, c'est vraiment le début. Donc, c'est le nombre de réservations qui débutent à chaque heure. Donc, quelque chose qui est un petit peu aussi plus difficile à cerner, parce que ce n'est pas le même objet qui est mesuré, comme je le disais précédemment. Ensuite, vous avez le libre-service. Donc, ça, c'est pour faire des déplacements directionnels. Donc, je prends un véhicule et je m'en vais à une destination. Là, vous avez les deux mouvements pendulaires. Pas les deux mouvements pendulaires, mais les deux pointes qui sont observées avec quand même beaucoup de variabilité au niveau de l'intensité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être des journées avec beaucoup, beaucoup d'usage, des journées avec un très faible usage. Donc, ça fluctue principalement en termes d'intensité, ce qui concerne ce mode. Et là, quand on regarde les intensités, justement, donc ce que j'ai mis sur ce graphique-là, c'est l'intensité observée pour les différents modes, donc juste cet indicateur de est-ce que c'est une grosse journée ou une petite journée? Et la question que je me posais à l'époque, c'est est-ce que j'observe simultanément une très forte journée d'un mode et une petite journée d'un autre mode pour essayer de comprendre certaines interactions? Finalement, ce qui est à retenir de ce graphique, c'est que vous avez des modes où l'intensité varie peu. C'est le cas de l'automobile, c'est le cas de l'autopartage basé station, ici qui est nommé communauto. Et vous avez des modes qui varient beaucoup. C'est le cas du vélo-partage. C'est le cas des véhicules en libre-service, donc ce qui s'appelle automobile ici. Dans le cas du transport en commun, je dirais que ça varie peu, parce qu'on a le week-end et la semaine, et finalement, ça varie peu quand on est à l'intérieur de ces groupes. Donc là, ça laisse interpeller ou ça suggère que vélo-partage et véhicules en libre-service et un peu le taxi sont plus sensibles des événements contextuels. Bon, on le sait que le vélo-partage est très sensible à la pluie. Automobile, donc les véhicules en libre-service sont sans doute un peu en interaction avec le vélo-partage et sont sensibles à d'autres paramètres, là, peut-être la charge ou les retards sur le transport en commun, mais ça, c'est pas tout à fait clair. Donc ça, c'est la première chose qu'on a voulu voir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ensembles de données-là? Qu'est-ce que ça nous indique en termes d'utilisation? Et ensuite, là, il y a eu plusieurs travaux. Comme je vous dis, Élodie a fait quand même un travail spectaculaire là, avec 6 articles en lien avec cette thématique. Ici, je vais vous montrer des résultats sur la multimodalité. C'est un article que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup quand j'ai à faire des interactions avec les décideurs, parce que c'était une démonstration très forte de l'importance de bonifier l'offre de transport. Donc, vous avez ici, finalement, la question de multimodalité qui est abordée. Donc, on n'est plus dans les interactions, on est au niveau de la quantification du niveau de multimodalité des comportements, finalement, de mobilité. Donc, ce qui a été utilisé ici, c'est un résumé, l'article qui est disponible si vous le souhaitez, c'est vraiment utilisation d'un modèle qui me permet de démontrer le lien de cause à effet. Et ce qu'on voulait démontrer, analyser a priori, c'est qu'il y a un lien entre la bonification des services de transport, et là, ça incluait transport en commun, vélo-partage, autopartage, et l'adoption de comportements de multimodalité. Pour nous, ici, multimodalité, c'est le fait d'utiliser plusieurs modes pour des déplacements différents. Ce qu'on a eu à faire, parce qu'on a pris les enquêtes origine-destination, donc, comme je le disais, l'équivalent de vos enquêtes ménage, ces enquêtes ne mesurent qu'une journée. Donc, c'est très limité pour observer, finalement, la multimodalité d'une personne en particulier. Donc, on a créé des types, une typologie de personnes relativement détaillée. On a créé 311 types de personnes en s'appuyant sur
les propriétés démographiques de la personne, le type de voisinage et le type de ménage. On combine tout ça et ça nous donne 311 types. Et là, on quantifie le niveau de multimodalité par type. On le quantifie pour 2013, pour 2018, et là, on observe dans les voisinages si un voisinage a été sujet à une bonification de service. Bon, évidemment, définir un indicateur de multimodalité, a priori, c'est simple, mais ce ne l'est pas, évidemment, parce qu'il faut d'abord définir c'est quoi un mode de transport et ensuite déterminer un indicateur d'utilisation de ces modes. Donc, première chose, je vais revenir sur cet indicateur de multimodalité. Bon, on a créé ces types de personnes. Bon, vous voyez ici, la cartographie, c'est la visualisation finalement des types de voisinage. Donc, on a utilisé plein de propriétés, là, la densité de personnes, je me souviens plus exactement, mais on a plusieurs propriétés qui sont utilisées dans une approche de classification pour créer des voisinages. Et on voit évidemment que dans l'espace, ça nous permet d'observer là, des choses très centrées, ensuite près du métro, où l'offre de transport en commun est quand même assez forte et finalement, ça se disperse. Ensuite, des types de ménages. Les types de ménages permettent de différencier notamment, bon, par exemple, les retraités, les jeunes familles, les familles un peu plus âgées, ainsi de suite, les célibataires. Et ensuite, on prend les groupes d'âge et le genre. Ici, ce qu'on a fait, c'est la question justement des indicateurs de multimodalité. Donc, on a beaucoup réfléchi. Ce qu'on prend, c'est l'indice de Dalton. Et la première question, c'est quel est l'indicateur d'utilisation des modes? Parce que vous avez un déplacement, et là, évidemment, il faut voir comment on attribue un niveau de multimodalité à ce déplacement. Donc, on peut regarder la multimodalité sur la base du nombre de segments de déplacement fait par chaque mode. On peut le regarder en termes de nombre de déplacements. Et là, ça devient compliqué pour les déplacements qui impliquent plusieurs modes. On peut le regarder en termes de distance parcourue avec chaque mode ou en termes de durée passée, donc le temps de déplacement sur chaque mode. Ça, ce sont des métriques qu'on peut mettre pour finalement quantifier la multimodalité. Et ensuite, il y a la question d'agrégation des modes. Donc, l'agrégation des modes, qu'est-ce qu'un mode? Hein? La première agrégation, on prend chaque mode de transport en commun, donc le métro, le bus scolaire, le train, l'autoconducteur, et tout ça, chacune de ces choses est un mode. Donc, il va y avoir plusieurs modes, et là, on regarde la distribution à travers ces différents modes. On peut les agréger un peu plus, donc prendre tout ce qui est transport en commun, mettre ça dans un seul mode, et aller encore plus fort en faisant transport en commun, auto, mode actif, finalement, 4 principaux modes. Évidemment, tout ceci a été testé. On a regardé des distributions d'indicateurs de multimodalité pour voir qu'est-ce qui était le plus approprié pour le modèle qu'on voulait développer. Et ensuite, on a procédé à l'estimation de ce modèle des différences en difference and difference model pour faire les liens de causalité. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que de 2013 à 2018, on a observé une augmentation de la multimodalité pour 205 types de personnes sur 311 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on démontre finalement que la bonification des services de transport en commun, des services de vélo-partage basés sur le nombre de points d'ancrage et sur le nombre de véhicules d'autopartage en station a eu un impact significatif sur cet indicateur. Donc, ça explique l'augmentation de la multimodalité et c'est l'autopartage basé station qui a eu l'impact le plus important sur la multimodalité. Donc ça, ce sont des résultats quand même forts quand on essaie de voir qu'est-ce qu'on doit faire dans les voisinages pour avoir un impact sur les comportements. Évidemment, on tente de refaire ceci aussi pour expliquer des choses comme le niveau de motorisation. Les résultats tiennent. Finalement, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est cette notion de complémentarité et compétitivité entre les modes. Deux choses. Donc, la première chose qui était de voir finalement, est-ce qu'il y a une relation de complémentarité ou compétitivité entre le transport en commun et les véhicules en libre-service et le vélo-partage? Et ensuite, le taxi, ça, ce sont des travaux en cours. Donc, pour comprendre ces relations là, de complémentarité, compétitivité, en fait, la grande question, c'est de savoir quand quelqu'un a choisi de se déplacer avec un véhicule partagé ou a choisi de se déplacer en vélo-partage, est-ce qu'il y avait une option de transport en commun disponible, oui ou non? Et le cas échéant, est-ce que c'est une bonne option? Donc, ce qu'on fait, on prend les déplacements faits en vélo-partage, en autopartage libre-service, donc ce sont les déplacements directs, là, et en taxi. Et là, on simule
le réseau, pas le réseau, mais le déplacement sur le réseau de transport en commun pour avoir le meilleur trajet disponible en transport en commun à l'heure laquelle s'est réalisé le déplacement. Dans notre cas, on utilise la plateforme Transition. C'est un logiciel open source qu'on développe dans mon équipe avec des sociétés de transport en commun. Et là, ça nous permet de faire un diagnostic. Donc, on prend ces déplacements-là, on fait des simulations, on obtient le meilleur trajet en transport en commun quand il existe. Et là, ça nous permet justement de statuer sur les relations qu'ils entretiennent entre eux, ces modes. On va diagnostiquer la complémentarité spéciale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de service, donc il n'y a pas d'arrêt de l'origine à la destination ou aux deux extrémités, à proximité du déplacement qui a été réalisé, ou il peut y avoir des arrêts, mais il n'y avait pas de service à l'heure où je me suis déplacée, ou encore, le trajet en transport en commun n'a pas un niveau de performance suffisant. Évidemment, ça, c'est plus compliqué parce qu'on doit choisir, on doit déterminer des seuils de performance pour déterminer si un déplacement est bon ou pas. Donc, c'est ce que ça permet de faire ici. Et pardon, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, rapidement, vous avez les résultats pour vélo-partage et autopartage, donc en libre-service. Quand c'est marqué qu'il n'y a pas d'impact, c'est que la distance est marchable. Donc, dans ce cas-ci, on ne les simule pas sur le réseau de transport en commun. Ça serait plus long que marcher. Donc, vous avez ici, pour le vélo-partage, 1,3 % de complémentarité dans l'espace. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'arrêt à l'origine, à la destination ou aux deux. Vous avez la complémentarité dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de service de transport en commun, même s'il y avait des arrêts. Et la complémentarité dans la qualité, c'est là où on utilise des indicateurs comme le temps d'attente, le nombre de correspondances, le détour, le temps de déplacement trop long pour diagnostiquer finalement si c'est pas suffisamment efficace en transport en commun pour que ce soit une véritable option. On le fait pour les deux modes et ça nous permet de déduire, au moins d'avoir une estimation du niveau de compétition. Donc, ce que ça nous permet de déduire dans ce cas-ci, c'est que pour environ un quart des déplacements en vélo-partage, il y avait compétition directe avec le transport en commun et c'est pour 40 des déplacements qui ont été faits en libre-service. Bon, ça ici, je vais passer, mais vous avez aussi la spatialisation. Comme on a des déplacements, on est capable de voir quels sont les corridors où finalement il y a de la complémentarité spatiale, temporelle ou de la compétition. Donc, vous avez la compétition ici, c'est vraiment dans les principaux corridors de métro. Donc, peut-être que c'est en raison de la charge importante dans les lignes de transport en commun. Il peut y avoir plein de raisons qui expliquent pourquoi quelqu'un choisit un mode, mais ici, ce sont celles que l'on peut observer avec les données disponibles. Et on a fait grosso modo la même chose avec le taxi. Donc, on a pris un mois de données, 675 000 courses environ. Et là, on a regardé pour le taxi, est-ce qu'il y avait une option de transport en commun disponible? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que dans 93 des cas en semaine, il y a du transport en commun disponible. Pour la fin de semaine, c'est moindre. Ça veut dire qu'effectivement, le taxi vient souvent compenser l'absence de services de transport en commun. Et là, vous avez que c'est principalement en raison de l'absence de service. Donc, il peut y avoir un arrêt, mais il n'y a pas de service à l'heure où je me déplace. Ensuite, pour commencer à avoir une idée de la qualité des trajets offerts, grosso modo, ce qu'on regarde, c'est est-ce que l'option transport en commun implique de faire plusieurs correspondances et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des cas, l'option disponible, c'est une ligne de bus. Donc, je pourrais faire le trajet que j'ai fait en taxi avec un trajet d'autobus. Pour 13-12 %, c'est un segment de métro. Donc, évidemment, c'est une analyse qui néglige beaucoup de choses, notamment les propriétés du voyageur. Est-ce qu'ils étaient plusieurs voyager ensemble? Est-ce qu'il y a des transports de bagages? Est-ce qu'il y a des limitations fonctionnelles? Mais ça nous donne quand même un aperçu du contexte spatio-temporel dans lequel ces modes interagissent. Donc, quelques perspectives de recherche pour un peu conclure, là. Évidemment, le programme de recherche, là, il a été renouvelé pour 7 ans. Il y a beaucoup de défis encore au niveau du traitement des données, de la fusion, puis ce sont de gros ensembles de données, donc ça prend toujours un certain temps à les mettre en forme. Et une chose qu'on n'arrive pas très bien à capturer pour le moment, c'est l'écart, le décalage entre le moment où une décision se prend. Donc, je peux aujourd'hui décider de prendre le vélo-partage et non le transport en commun, mais peut-être que c'est grâce à ces deux modes-là que j'ai décidé de ne pas avoir de voiture. Et ça, c'est sur des relations à plus long terme qui sont plus difficiles à comprendre, en tout cas avec des données de cette nature.
Donc, il y a aussi un décalage, hein. Si je mets quelque chose en place, ça va prendre un certain temps avant que les gens l'adoptent. Donc, l'observation n'est pas simultanée. L'impact n'est pas simultané à mon observation. Il y a aussi un autre enjeu qu'on a, c'est le fait qu'on a, pour certains modes, une contrainte très forte de capacité. Et ça, je donne l'exemple du vélo partage, là. Quand j'arrive à une station et qu'il n'y a plus de vélo, je ne vais pas prendre le vélo partage. Mais ça, dans la base de données, je n'observerai pas cette demande latente. Et ça devient compliqué parce qu'on a beaucoup de modes qui ne sont pas encore, dont la demande n'est pas saturée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un potentiel d'augmenter le nombre de déplacements et on ne les observe pas. C'est le cas, bon, comme je le disais, du vélo partage, c'est le cas du taxi. Des fois, les gens sortent, vous voudrez prendre un taxi, ils ne trouvent pas de taxi, véhicule partagé, même chose. Donc, il y a des modes pour lesquels on n'observe pas la demande complète. Puis il y a vraiment une demande latente qu'on pourrait matérialiser si on changeait l'offre. Et ça devient difficile quand on veut évaluer les impacts de la bonification de service. Donc, dans les perspectives de recherche, là, actuellement, j'ai recruté d'autres étudiants pour travailler sur ces questions. Une de mes étudiantes travaille sur l'évaluation du niveau de multimodalité de différents objets du réseau, donc des quartiers, des arrêts, des corridors, des segments. On essaie d'appliquer, de transposer finalement le diagnostic de multimodalité à l'offre. Ensuite, on essaie de quantifier aussi la capacité globale de transport des différents modes. Et je vous dirais que le mode qui nous cause le plus de problèmes, c'est l'automobile, c'est le mode dominant, et on a très peu de données sur l'utilisation de l'automobile. Et la capacité d'accueil des réseaux routiers est très, très, très mal mesurée. C'est-à-dire qu'on en a des quantifications pour les modèles d'affectation. C'est pas tout à fait clair si ça représente véritablement la capacité observée sur le réseau. Donc, ce sont des hypothèses pour faire des simulations, mais ensuite, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe sur le réseau? Ce n'est pas tout le temps clair. Ensuite, pour moi, un des défis, c'est vraiment d'arriver à faire des scénarios de demande, donc d'arriver à estimer des demandes qui incluent cette demande latente pour l'ensemble des modes. Donc, pour chaque mode et pour l'ensemble des modes, parce qu'on a une très mauvaise compréhension de tout ce qui est autour des déplacements supprimés, là, toute la littérature autour du suppressed travel. On comprend mal les déplacements que les gens voudraient faire. On comprend mal les modes que les gens voudraient utiliser. Et ça devient très contraignant pour faire des simulations parce que, comme je le dis souvent à mes partenaires, si vous me demandez de concevoir votre réseau de transport en commun, c'est des données de carte à puce, donc des données d'utilisation de votre réseau, je vais vous recréer le même réseau. Parce que si les gens sont dans votre réseau, ils doivent bien répondre à certains besoins. Mais on a beaucoup de difficultés à aller chercher la demande globale. Donc, celle qui se matérialiserait si, finalement, on multipliait les offres. Et d'un point de vue méthodologique, il y a aussi toute cette question d'approche de fusion, là. Il n'y a pas tant de travaux qui se fait sur la fusion de données entre des flux longitudinaux et des données d'enquête. Et il y a encore beaucoup de travail pour assurer qu'on enrichit mutuellement ces deux ensembles de données pour avoir une vue beaucoup plus globale, à la fois de la variabilité et de l'utilisation de l'ensemble des modes. Donc voilà, sur ça, je vais vous remercier. Je vois des plantes, là, j'espère que vous m'avez bien entendu. Je remercie bien évidemment mes associés de recherche et plusieurs étudiants qui contribuent à la progression de nos travaux. C'est vraiment des questions fondamentales. Alors voilà, merci beaucoup. Je vous redonne la parole et je vais sans doute arrêter de partager pour vous voir. Merci beaucoup, Et Catherine, après, je vous vois. pour cette belle présentation, très claire et documentée.